Catherine, tu nous as parlé que vous avez fait quelques initiatives, 6, je pense. Ça ressemble à quoi les résultats que vous avez obtenus jusqu'ici? Oui, bien nous, on parle surtout d'apprentissage parce que, tu sais, comme on est dans un projet de recherche-action où on a mis au jeu des approches auprès de collectivités, il y a beaucoup d'apprentissage dont on a pu retirer l'essence dans nos outils, entre autres, qu'on a mis en ligne, puis dans la suite du projet dont je pourrais te parler. Mais donc, on a travaillé avec 6 collectivités à différentes échelles. Comme je te disais tout à l'heure, on a travaillé des fois à l'échelle du projet immobilier, où là, on a rassemblé sur un comité les voisins qui avaient une diversité d'opinions, le promoteur, la municipalité. Puis, on a fait toute une démarche qu'on pense qui peut être reproductible. Donc, pour nous, ça, c'est un résultat, le fait que la démarche soit reproductible, où on commence par... Là, il y avait un contexte d'opposition, clairement. Le conflit est installé. Le conflit est installé. Il y a un risque de référendum. On le sait, en urbanisme, quand il y a un changement de zonage, une demande de changement de zonage, les citoyens voisins peuvent s'opposer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité des représentants de ces citoyens-là à s'asseoir sur un comité. Puis, en 5 étapes, en 5 comités, un par mois, on a réussi à s'entendre sur des balises qui allaient encadrer le futur développement immobilier. Donc, on a commencé par un atelier sur les enjeux, où là, on a dit, bien, OK, vous n'êtes pas d'accord avec ce que le promoteur a proposé, c'est quoi le problème? Puis, si on ne pense pas à ce projet-là, en fait, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ce site-là? Parce que ce site-là est un site, c'est un stationnement actuellement, mais là, le promoteur vient de l'acheter, puis il a le droit quand même de construire dessus actuellement, mais il pourrait construire plus de logements pour répondre aux besoins des gens de la municipalité, qui est une volonté de la municipalité d'ailleurs. Fait que là, pour les citoyens, c'était aussi beaucoup d'apprendre comment ça marche, faire la ville. Ouais. Puis ça, c'est un apprentissage aussi du projet. Puis un résultat, je dirais, c'est important de remettre les pendules à l'heure, de tout le monde repartir sur les mêmes bases, comment ça se fait la ville, puis pourquoi ce changement-là s'en vient. Donc là, ça, c'est le début. Puis après ça, on s'en va tranquillement vers s'il y a un projet qui devait arriver sur ce terrain-là, à quelles conditions seriez-vous prêts à dire oui dans ma cour? Puis nous, on travaille avec des designers urbains dans notre équipe, des gens qui ont des formations en architecture, des urbanistes. Puis on a modélisé en 3D ce que ça pourrait vouloir dire de construire à cet endroit-là tout en s'assurant de verdir, d'assurer un maintien des vues, d'assurer une intimité pour les gens. De réduire les enjeux de circulation, d'îlots de chaleur. Donc, beaucoup de préoccupations que les gens avaient. L'ensoleillement, par exemple. C'est comme une co-construction, finalement, qui est en train de se déployer. Mais même si vous partez d'un conflit, après ça, vous vous asseyez puis vous essayez de voir comment les préoccupations citoyennes peuvent... Dans l'optique où il va se réaliser de toute façon un projet. Exactement. Exactement. Puis que la municipalité a une volonté de densification aussi, puis pas seulement sur ce site-là. C'est ça la question. Mais là, on discutait vraiment de ce site-là. Okay. Maintenant, les écueils, parce que là, je donne un exemple concret, je vais peut-être passer aux écueils, puis on pourra parler des autres apprentissages, c'est que le comité a évolué au fil des mois, des ateliers. Le promoteur, lui, a entendu les préoccupations, tranquillement a dit « OK, je comprends que mon projet ne verra pas le jour si j'écoute pas les préoccupations, puis si je modifie pas, même s'il était rendu très loin dans le processus. » il y avait des pensées beaucoup en architecte, en travaux, en réflexion d'ingénierie. Mais c'est pas seulement ces gens-là qui avaient le pouvoir de demander un référendum. C'est l'ensemble des citoyens qui habitaient autour. Et là, l'aller-retour entre le comité et l'ensemble de la population, ça, c'est un gros enjeu. Puis j'en ai discuté avec d'autres collègues qui travaillent en participation publique puis en acceptabilité sociale. Comment on fait ça? C'est pas clair. L'aller-retour entre... On peut pas travailler avec 100 personnes puis évoluer comme ça, puis négocier, puis entendre les préoccupations, les accueillir, puis les reformuler en termes de balises, d'aménagement. Tout ça, ça peut pas se faire à 100. Mais comment on fait? Est-ce qu'il y avait une légitimité dans les participants? Est-ce qu'ils avaient été élus, choisis, ou c'était des volontaires qui étaient plus motivés? La question de la légitimité est centrale. Je dirais que c'était ouvert. Les gens étaient invités à donner leur nom sur le comité, mais au tout début du processus puis à la fin du processus, il y avait des nouvelles personnes, des gens qui avaient déménagé, des gens qui n'en avaient jamais entendu parler à la fin. Fait que pour eux, la démarche qui avait été faite avec le comité
qui a été, oui, diffusé sur le site Web, mais est-ce qu'on aurait pu faire plus d'efforts de communication? Tu sais, avec notre partenaire, on a discuté de ça en post-mortem aussi. Mais bref, ces gens-là qui étaient nouveaux accordaient pas nécessairement de légitimité à la réflexion qu'il y avait eu. Je comprends mieux toute l'importance du volet recherche-action du projet parce que, dans le fond, les bénéfices ne sont pas nécessairement à cette étape-ci. La recette, elle va faire en sorte que le projet va bien se faire ou pas se faire. C'est plus comment on apprend de cette dynamique justement d'opposition, puis comment à la fois il y a des apprentissages pour les promoteurs, pour vous autres qui êtes des accompagnateurs, pour les initiateurs, c'est vraiment intéressant. Et donc, on va espérer que ça puisse se poursuivre, cette recherche-là, puis porter ensuite sur vraiment des approches vraiment adaptées puis qui vont éviter les écueils que vous avez rencontrés. Absolument. Puis moi, j'encouragerais les étudiants à pas se décourager parce que dans le processus, il y a aussi des petites victoires. Tu sais, des citoyens qui nous ont dit « Merci, j'ai appris énormément de nouveaux vocabulaires, j'ai appris des nouveaux concepts, je comprends mieux comment la ville évolue. » Tu sais, ça, pour nous, c'est notre nourriture. Tu sais, en tant que professionnel, on est fiers de ça. Mais ça, c'est une personne sur 100. Mais en même temps, au Québec, puis on évolue dans ce contexte-là, on n'a pas de culture de l'aménagement. Puis ça, c'est mon grand rêve d'urbaniste, là, de développer une culture de l'aménagement, comme on a une culture du développement économique. Le développement économique, c'est important. Puis on ne sait pas trop comment ça se passe, mais on sait qu'il faut créer des emplois. Et on sait qu'il faut investir pour que ça nous revienne. T'sais. Puis dans les bons créneaux, dans les créneaux d'avenir, on a cette culture-là, par exemple. Mais en aménagement, on ne l'a pas encore tout à fait d'accordé cette importance-là. Fait qu'on évolue dans ce contexte-là. Ouais. Ça serait quoi, en terminant, une perspective d'avenir pour ce projet-là en particulier? Ou en tout cas, est-ce que vous anticipez qu'il va y avoir d'autres essais, d'autres communautés qui vont expérimenter ce modèle-là? Bien, il y a beaucoup de demandes, mais nous, tu sais, comment on fonctionne à Vivre en Ville, on est financé par projet. On applique à des programmes gouvernementaux. Donc là, le financement sur 3 ans vient à terme. On aimerait ça être refinancé. Il y a énormément de demandes. Il y a beaucoup de gens qui ont été accrochés par le nom de notre projet. Ils vivent du pas dans ma cour, ils veulent du oui dans ma cour. Mais on n'est pas des sauveurs, là. On le présente comme on l'explique, là. On va réfléchir ensemble. Mais c'est ça, on aimerait bien là, poursuivre le travail auprès des collectivités québécoises, mais aussi, puis ça c'est une réalisation, auprès de tous les acteurs en acceptabilité sociale, que ce soit les firmes de participation publique, les firmes d'urbanistes, d'architectes, tout le monde en fait un peu finalement, puis ont besoin aussi d'outils. Puis je pense qu'on gagnerait à avoir un interapprentissage avec ces gens-là aussi sur le terrain. Maintenant, une des perspectives d'avenir, je pense, c'est de revenir à la base. Puis nous, on y allait beaucoup sur montrer des bons exemples, puis comment la densification peut inspirer, mais il y a vraiment un besoin pour revenir à la base. Comment ça marche l'urbanisme? Un ABC d'urbanisme. Puis je pense qu'on va peut-être revenir à la base, puis aussi travailler à une autre échelle. Comme je le disais, à l'échelle du projet immobilier, ça prend moins de sens de parler de densification, mais à l'échelle de la ville, qu'est-ce qu'on veut pour notre ville? Où est-ce qu'on veut que les logements aillent? Ou est-ce qu'on veut que les gens habitent plus près du transport en commun? Puis si oui, bien, comment on fait ça ensemble? C'est à cette échelle-là que ça a plus de pertinence. Là. Merci beaucoup. Merci.